you could do 2 favors. Well, what are they? Taking me to the nearest police station. Well, actually, just one's fine. Le 30 août 2023, un enfant de 12 ans sonne à la porte du voisin en lui demandant une seule chose: emmenez-moi au commissariat le plus proche. Cet enfant était assoiffé, mort de faim, couvert de blessures et de bleus, et surtout il avait du scotch sur les poignets et sur les chevilles. Ce jeune homme était l'un des enfants de la youtubeuse américaine Ruby Franke. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire derrière cette femme qui se faisait passer pour la mère idéale. Donc pour commencer, je pense qu'il est assez judicieux de vous raconter l'enfance de Ruby et de son mari, et surtout aussi de savoir comment ils se sont rencontrés. Donc Ruby Franke est née le 18 janvier 1982 dans l'Utah, dans une famille de 5 enfants où elle était l'aînée. Sa famille est élevée dans l'église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours, ou plus connue sous le nom de l'église mormone. Et du coup, cette religion va vraiment diriger chaque aspect de la famille, c'est vraiment le pilier central de leur éducation. Les parents de Ruby sont des parents assez stricts, où tout le monde doit filer droit et les obéir. Et Ruby étant l'aînée de la famille, elle va aussi aider sa mère à éduquer ses frères et sœurs et l'aider dans les tâches quotidiennes. Donc Ruby va grandir dans un environnement assez strict où sa mère ne lui montre que très peu d'affection et d'amour. Et surtout sa mère va lui dire qu'elle lui apportera plus d'affection, d'amour, qu'elle sera respectée et surtout égale à elle quand elle aura fondé sa famille et qu'elle aura trouvé son mari. Et surtout, retenez bien cet aspect de son éducation où l'amour et le respect passent par le fondement de la famille et d'avoir trouvé son mari, parce que ça sera fondamental tout au long de l'histoire. Donc Ruby, elle a été éduquée avec ça, et donc depuis toute petite, elle a ça en tête. Son goal ultime, son rêve, c'est de fonder sa famille et de trouver son mari. Alors à ses 18 ans, quand elle arrive à l'université de Brigham Young, sa préoccupation première, c'est bien évidemment de trouver un mari. Et Ruby, elle avait des critères très précis. Son homme devait être ingénieur, grand et surtout devait être dans l'église mormone. Et tout ça, elle va le trouver en Kevin Franke. Kevin est né le 9 octobre 1978, c'était le plus jeune d'une famille de 7 enfants, où sa famille était assez cool, assez relax, contrairement à Ruby, où l'éducation était très stricte et tout le monde devait filer droit comme je vous ai dit, alors que chez Kevin, non, c'était plutôt relax, il n'y avait pas vraiment de règles, enfin voilà, on se prend pas vraiment la tête quoi. Leur famille a été aussi éduquée à travers la religion mormone, tout comme Ruby, mais du coup beaucoup moins stricte. Et du coup, cette éducation assez cool va faire de Kevin quelqu'un de vraiment relax, de chill, et c'est pour ça qu'il va être très apprécié de ses enfants. Et donc une chose va relier Ruby et Kevin, c'est bien sûr l'envie de fonder leur famille et de trouver leur partenaire spirituel. Donc lorsque Ruby et Kevin se rencontrèrent, Kevin était sur le point de valider son diplôme d'ingénieur, donc bon, ça c'était parfait pour Ruby qui cherchait un ingénieur. Donc comme je vous l'ai dit, Kevin était quelqu'un d'assez relax et de cool, ce qui était parfait pour Ruby pour pouvoir mieux diriger les rênes de la maison et pouvoir ensuite le manipuler. Avant qu'ils soient ensemble, Ruby a auditionné tous les hommes avec lesquels elle a flirté. Elle avait des questions précises et des critères précis auxquels tous les hommes devaient répondre. Et du coup, lorsque Ruby et Kevin commencèrent à flirter, Ruby, elle allait le tester. Par exemple, lorsqu'ils sont partis en date voir un film dans un cinéma en plein air, Kevin il commença à se rapprocher un peu de Ruby, où il lui metta sa main sur sa main en dessous de la couverture. Mais peu après, il y a un autre homme qui arriva et qui lui aussi a mis sa main sur la main de Ruby. Et Kevin, il a pas de suite vu tout ça, et quand il a pu voir que l'autre homme avait aussi sa main sur Ruby, et surtout que Ruby ne faisait rien et ne disait rien, il est parti en furie, et le lendemain, il dit une chose à Ruby: plus personne ne te tient la main à part moi. Donc ce côté possessif de Kevin, Ruby a adoré, puisque ça montrait bien qu'il tenait à elle et ensuite qu'elle pouvait aussi mieux le manipuler. Donc après 14 jours de relation, Kevin, 22 ans, et Ruby, 18 ans, commencèrent leurs préparatifs de mariage. Donc le 28 décembre 2000, ils se marièrent devant Dieu. Donc c'est là que tout va commencer.
Et donc le 30 mars 2003, soit 3 ans après leur mariage, leur vœu s'exauça, leur premier enfant est né. Donc Sherry Frankie était l'aîné de la famille. Mais dès ce premier enfant, on pouvait voir une éducation très stricte et surtout des maltraitances. Par exemple, lorsque Sherry pleurait, la première chose que tout parent pouvait faire, c'était d'aller réconforter son enfant et essayer qu'elle aille mieux, quoi. Mais chez Ruby, pas du tout. Il fallait pas réconforter un bébé et elle disait « ça ne fait pas de mal à un bébé de pleurer et qu'un bébé ne devrait pas être réconforté ». Ou encore, à ses 5 ans, Sherry était obligée de jouer du piano. Donc à 6h du matin, vous vous rendez compte, à 6h du matin, elle devait prendre des cours de piano avec sa mère. Et surtout, ces cours, c'était pas du tout fun. Elle s'asseyait sur le piano et elle faisait ce que sa mère lui disait. Et si elle bronchait, elle s'en prenait une. Donc c'est pour ça que Sherry devait être toujours enthousiaste, et si elle n'était pas enthousiaste ou elle exécutait mal les choses que sa mère lui disait, elle se prenait un coup. Du coup, Sherry a maintenu une façade assez neutre pour que sa mère ne lui fasse rien, et surtout elle essayait de faire le maximum de choses qu'elle pouvait pour ne pas contrarier sa mère. Et si vous vous souvenez bien, je vous ai dit dans le début de la vidéo qu'il y avait un aspect fondamental dans l'éducation de Ruby qu'elle allait reproduire sur ses enfants. Du coup, c'était le fait que Ruby avait une obsession de fonder sa famille et que pour elle, une femme devenait parfaite et pouvait avoir de l'amour de ses parents que lorsqu'elle commença à avoir une famille et qu'elle aura trouvé son mari. Et bien cet aspect de son éducation, elle va aussi le transmettre à ses enfants. Et bien là, on va bien le voir avec ce moment entre Sherry et elle. En fait, c'était lorsque Ruby accoucha de son 5e enfant. Ruby et sa mère ont pu aller la voir à l'hôpital et c'est là que va se passer un moment assez bizarre. En fait, la maman de Ruby, elle a offert un set de pyjama pour cet enfant et Sherry, en voyant ça, elle demanda à sa mère si elle aussi, elle allait lui offrir un set de pyjama pour sa future fille. Et Ruby lui répondit ceci: tu l'auras quand tu auras une fille. C'est à ce moment-là qu'on sera amis. Donc c'est à ce moment-là que Sherry comprit que la relation entre elle et sa mère débutera que lorsque Sherry aura fondé sa famille et surtout trouvé son mari. Donc Ruby a eu 6 enfants. Sherry, l'aînée de la famille, qui est née en 2003. Ensuite, on a eu Chad, qui est né en 2005. En 2007, on a eu Abby. Puis il y a eu Julie, Russell, et en 2013, il y a eu Eve, la petite dernière. Ainsi, la quête obsessionnelle de Ruby pour incarner la mère parfaite façonna profondément sa relation avec ses enfants, transformant leur quotidien en un mélange de rigueur, de contrôle et de violence. Tout ça sous le masque d'une famille idéale. Donc la pression imposée à ses enfants reflétait son besoin constant d'une validation et son incapacité à reconnaître leur individualité. Mais cette quête prit un tournant avec l'arrivée des réseaux sociaux, qui offrirent à Ruby une nouvelle scène pour afficher cette perfection factice. C'est alors qu'elle décida de partager sa vie familiale en lançant un blog, puis une chaîne YouTube, et c'est là que tout va basculer. Donc suite au conseil de l'église mormone de documenter sa vie pour les générations futures, qu'ils comprennent leurs racines et d'où ils viennent, et bien Ruby, elle va ouvrir un blog Good Looking Home Cooking. Donc sur ce blog, elle va partager des photos de famille où on peut un peu voir la famille idéale, et elle va aussi partager des photos de plats qu'elle aurait pu cuisiner. Mais en fait c'était un peu faux parce que la majorité des plats qu'elle postait sur le blog, c'était des photos qu'elle avait trouvées sur internet et pas du tout des photos de ses plats. Et que ce soit donc les photos de famille ou les photos de cuisine, tout cela c'était une façade pour montrer qu'ils étaient une famille parfaite. Et un jour, Ruby va voir ses sœurs Eliane et Bonnie commencer à faire des vidéos sur YouTube et connaître un petit succès. Et c'est là que l'idée va émerger de faire une chaîne YouTube. En janvier 2015, Ruby va ouvrir sa chaîne 8 Passengers, qui signifie les 8 passagers, donc en référence à sa famille, avec ses 6 enfants et elle et Kevin, où elle va partager des moments de vie de sa famille. Et donc le 28 janvier 2015, Ruby va publier sa première vidéo, qui était une vidéo où Ruby et Eve, la petite dernière, réagissaient
à l'une des vidéos qu'elle avait filmées en 2013 lors de sa gender reveal, c'est-à-dire où elle était enceinte de Eve, et tous les enfants étaient réunis autour d'un gâteau, et à l'intérieur il y avait une couleur, du coup soit rose soit bleu en fonction du sexe de l'enfant, et du coup Sherry, Ruby et Eve réagissaient à cette vidéo. Donc à partir du 28 janvier 2015, leur vie va être filmée constamment et documentée sur YouTube. Que ce soit des petits événements, des dimanches chill à la maison, des premiers pas des enfants, la perte des dents, mais aussi lorsque les enfants étaient malades, Ruby partageait tout, mais vraiment tout. Ruby a partagé des vidéos durant 7 ans. 7 ans où les enfants devaient avoir une façade, où ils devaient être dynamiques, souriants et faire comme si tout allait bien lorsque la caméra commençait à filmer. Ils devaient donc tous jouer la comédie et faire comme si ils étaient tous joyeux que leur mère filmait leurs moindres faits et gestes. Et donc le goal de Ruby c'était d'atteindre les 1000 abonnés puisque avec les 1000 abonnés elle pouvait avoir le droit à la monétisation et donc c'est là qu'elle pouvait commencer à gagner de l'argent avec ses vidéos sur YouTube. Et cette monétisation elle arriva assez vite puisque après 6 mois de publication sur YouTube, et ben elle a eu droit à la monétisation. Et Ruby va connaître vraiment un succès en partageant sa vie quotidienne, celle de ses enfants, puisqu'en 2017, soit 2 ans après avoir publié sa première vidéo, Ruby, elle atteint les 1 million d'abonnés. Cette chaîne YouTube était aussi un moyen pour elle de flatter son ego et son narcissisme puisqu'elle recevait beaucoup de commentaires la remerciant, disant que c'était une famille parfaite, que les abonnés auraient voulu être comme eux, c'était vraiment une idole pour eux, la mère parfaite. Et tout cela va du coup flatter son ego. Et surtout, son objectif premier, c'était d'éviter que quelconque personne vienne altérer cette image de mère parfaite qu'elle avait façonnée au fil des ans. Par exemple, Sherry n'avait pas le droit à aller sur les réseaux sociaux, non pas parce qu'elle se préoccupait pour sa vie, mais simplement parce qu'elle avait peur qu'elle altérait l'image de la famille. Donc tout le monde pensait que c'était une famille parfaite, où Ruby c'était vraiment la mère parfaite, la mère que tout le monde aimerait avoir, alors que ses enfants subissaient des violences psychologiques et physiques. Par exemple, un jour, Sherry va partager avec son père qu'elle souhaitait mettre fin à ses jours parce qu'elle était en pleine dépression, elle n'avait aucun moyen pour elle de surmonter ça, du coup le seul moyen qu'elle avait c'était de mettre fin à ses jours. Son père va beaucoup la rassurer et lui dire que tout va aller, qu'il faudrait qu'elle aille voir un psy. Mais malheureusement, Kevin va aussi en parler à Ruby. Et pour elle, c'était pas du tout un psy qu'elle devait voir, mais surtout qu'elle mange mieux, qu'elle fasse du sport et surtout qu'elle prie davantage. Et elle va dire aussi à Sherry ses paroles alors qu'elle est en pleine dépression, je vous rappelle, et qu'elle veut mettre fin à sa vie. Elle disait que Sherry était une petite fille avec une imagination active, une drama queen qui cherche l'attention de sa maman. Donc Ruby va totalement ignorer la détresse de sa fille qui souhaitait juste avoir un peu d'amour et une solution pour surmonter cette dépression et surtout éviter qu'elle mette fin à ses jours. Mais non, Ruby lui disait que c'était juste une question de prière et que c'était juste du cinéma qu'elle faisait. Et donc comme vous avez pu voir, Ruby elle va rabaisser constamment ses enfants en ne les prenant jamais au sérieux. C'était toujours eux le problème et pas du tout Ruby. Elle se remettait jamais en question puisqu'elle elle était parfaite. Je vous rappelle, c'est une personne très narcissique, donc elle se remettait jamais en question. C'était toujours les autres le problème et pas du tout elle. Je vous racontais aussi un autre moment de maltraitance puisque un jour, une maîtresse appela Ruby pour lui dire que Eve n'avait pas son déjeuner et qu'il fallait qu'elle le fasse et qu'elle le ramène pour qu'elle puisse manger. Et attention, attendez la réponse de Ruby. This happens quite often when you're raising children because I know that her teacher is uncomfortable with her being hungry and not having a lunch, and it would ease her discomfort if I came to the school with a lunch. But I responded and just said, Eve is responsible for making her lunches in the morning, and she actually told me she did pack a lunch. So the natural outcome is she's just going to need to be hungry. And hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch.
Mais vous avez bien entendu, ce n'était pas la première fois que sa fille subissait ça, puisque Ruby s'amusait à punir ses enfants en les obligeant à jeûner. Say it one more time and then you're gonna lose the privilege to eat dinner. Donc comme vous avez pu le voir, Ruby est atteinte du trouble de la personnalité narcissique, elle est vraiment le centre du monde. Sa pensée est la forteresse qui sert à cacher une extrême fragilité. Elle se dit constamment « je suis la meilleure, mais pourquoi personne ne le voit? Ils doivent être jaloux ou stupides et je vais leur montrer que je suis parfaite. » Et Ruby avait sûrement appris à être parfaite, puisque c'était le seul moyen pour elle d'être aimée par sa mère, comme je vous l'avais dit. Donc le narcissisme devient une armure, elle devient aussi une barrière pour établir de vraies relations avec ses enfants, son mari et sa famille en général. Et les réseaux sociaux avec les likes, les commentaires étaient pour elle une validation sur ses insécurités. Ruby voyait ses enfants comme une extension d'elle-même et pas comme des individus à part. Donc c'est pour cela qu'elle ne pourra pas les aimer et surtout établir de vraies relations avec ses enfants. Une relation mère-fille ou mère-fils. Mais tout va basculer et prendre un nouveau tournant lorsque la famille était dans un parc et Chad commençait un peu à faire son intéressant. Il faisait des bêtises, enfin voilà, des petits trucs que tous les enfants peuvent faire. Et ça, Ruby le voyait d'un très mauvais œil et pour elle, son fils était vraiment... il avait vraiment un problème. Il avait quelque chose quoi. Et Chad, il en a eu marre, il a pris un taxi et il est parti. Vraiment, il s'est dit « allez, ciao, je me tire ». Et c'est là que Ruby a vu en lui un jeune délinquant et qu'il fallait faire absolument quelque chose pour le remettre sur le droit chemin et pour ne pas qu'il devienne une racaille. Chad today has just entered the Anasazi Foundation Wilderness Therapy Program. It's an accumulation of things over years, well before we ever started YouTubing or well before we ever got into social media. And it's reached a point where Chad needs to develop some very basic maturity and skills that he's going to need as an adult. Et c'est là que le diable arriva, Jodi Hildebrandt. Jodi est née le 15 juin 1969 en Arizona, dans une famille mormone. Elle est surtout connue en tant qu'autrice, coach de vie et fondatrice de Connection Classroom, qui est un programme basé sur le développement personnel et les relations interpersonnelles. Elle a eu 2 enfants, mais elle ne leur parle plus, sûrement à cause de son comportement problématique, et sa nièce a témoigné à plusieurs reprises contre elle, disant que c'était vraiment le diable en personne. Et sa nièce dit aussi qu'elle avait tendance à isoler les gens et surtout à commettre des maltraitances physiques. Par exemple, un jour, elle a été obligée à dormir par terre dehors alors qu'il avait neigé. Donc Chad a été le premier à intégrer ce programme Connection, mais petit à petit, toute la famille va prendre part à ce programme et petit à petit, ils vont être manipulés à travers ce programme. Donc Ruby, elle va tisser des liens de plus en plus forts avec Jodi, elle va être absorbée vraiment dans ce programme et surtout, elle va suivre à la lettre tout ce que lui dit Jodi. Les soi-disant coaching de Connection étaient vraiment basés sur l'isolement, le contrôle et l'endoctrinement. She's like, anger is my favorite emotion. I'm like, I don't know what I'm dealing with here. Et Ruby devient tellement investie dans ses coachings que, au fur et à mesure, elle va faire de plus en plus de promotions sur sa chaîne pour ses coachings et pour en parler à ses abonnés et leur dire que c'était vraiment une solution incroyable à tous les problèmes qu'elle aurait pu avoir. C'était vraiment quelque chose que tout le monde devait faire et devait aller au coaching de Connection. Chad et Sherry, les 2 plus grands de la famille, avaient tous les 2 des coachings avec Jodi. Chad, c'était parce qu'il était trop égoïste, pas assez mature et pas assez responsable. Et Sherry, c'est parce qu'elle n'était pas assez vulnérable émotionnellement parlant avec sa mère. Et cela impactera bien sûr, devinez qui? Son futur mari. Et comme je l'ai dit un peu plus en haut, les coachings c'était vraiment de l'endoctrinement et de la manipulation pure et dure puisque Sherry et Jodi ont pu avoir une session ensemble où Jodi lui dit à Sherry qu'elle avait des problèmes d'adulation de sa personne et qu'il fallait absolument régler ça. Et à cause de ça, Sherry elle commence à ressentir ce sentiment de supériorité car elle faisait des choses où normalement elle devait être fière d'elle, par exemple répondre correctement à une question en cours, avoir des bonnes notes. Et en fait, non, elle se sentait très vite mal
comme si c'était elle le problème et qu'il fallait être humble, donc il fallait pas ressentir cette fierté, quoi. Et Jodie va du coup l'inciter à lui dire d'imaginer si elle ne réussissait pas le test, si elle n'arrivait pas à répondre correctement à la question. Enfin bref, elle l'a manipulée complètement et lui faisait sentir inférieure. Et du coup, Sherry a commencé petit à petit à perdre confiance en elle et surtout, elle se rabaissait constamment. Et en fait, ce qui est horrible avec ces coachings, puisque Sherry le faisait uniquement dans le but que sa mère soit fière d'elle et qu'elle puisse établir un peu de relations ensemble. Au fur et à mesure, Jodie va prendre de plus en plus de place dans la famille et contre toute attente, le comportement de Ruby va un peu changer puisqu'elle va être moins stressée et plus calme. Mais comme vous allez voir, ce comportement ne va pas éviter les violences physiques et mentales puisqu'elles vont se multiplier avec la présence de Jodie. Par exemple, en mai 2020, dans une vidéo nommée « Tout ce qu'on nous a pas dit », Chad va révéler qu'il dormait depuis 7 mois par terre sur un sac poubelle. My bedroom was taken away for 7 months and then you give it back like a couple weeks ago. I don't think our viewers know that. You've been sleeping on a beanbag. I've been sleeping on a beanbag since October. And they gave my room back like 2 weeks ago. Oh, I'll give you the reason why I lost my bedroom. I think so. I think this is the reason. At least this is the reason that's been in my head. It's pretty funny, but now that I look back, it's pretty depressing. No, we never told our viewers. That I woke Russell up at 2 in the morning and told him that we're going to Disneyland and he has to pack. And he got up and made his bed all neatly and then packed all his clothes in a suitcase. And then he walked out the door and I'm like, Russell, and he's like, what? And he's all happy. Has his sunglasses on. Do you think it's funny? Because And then I walk out and if you think it's funny, then that was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom. It was not funny. Et les internautes vont commencer à voir qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette famille, il y a un problème quelque part. Et lorsque cette vidéo est sortie, les commentaires ont incendié Ruby, leur disant que c'était pas une bonne mère, que vraiment elle maltraitait ses enfants et qu'il y avait un problème dans cette famille pour que Chad dorme sur un sac poubelle. Et les abonnés ont même fait une pétition suite à cette vidéo. Mais contre toute attente, Ruby n'a pas supprimé cette vidéo, elle disait que tout le monde voulait avoir son secret pour qu'elle soit une si bonne mère, une mère parfaite, et que maintenant il l'avait, et donc il ne fallait pas la critiquer, c'était vraiment comme ça qu'elle éduquait ses enfants, et donc voilà, c'était normal qu'elle montre tout ça. Et surtout, ce qui comptait pour elle, c'est que Jodie avait validé cette vidéo, et donc c'était tout ce qui comptait, et ce qui l'a aussi poussé à ne pas supprimer cette vidéo. Mais du coup, cette vidéo a fait un tollé sur internet, mais aussi à travers les partenariats, puisque petit à petit, tous les partenariats se sont retirés de la chaîne avec ce scandale. Et c'est vraiment à partir de cette vidéo-là que les abonnés ont commencé à s'interroger sur cette famille et sur ce que pouvaient subir en fait ses enfants et surtout le comportement de Ruby en fait. Il y avait vraiment quelque chose qui clochait et c'est vraiment là, à ce moment, que les abonnés se sont rendus compte de ça. Après cette vidéo, Jodie va l'inciter à faire de moins en moins de vidéos pour sa chaîne YouTube et plutôt s'impliquer dans le programme Connection. Et c'est pourquoi en 2020, Ruby arrêta totalement de faire des vidéos sur YouTube. Donc soit 2 ans après le scandale. Ruby va donc se consacrer davantage à Connection comme je vous l'ai dit et où elle va être coach mental physique chez Connection. Elle va donc travailler de plus en plus avec Jodie et donc être de plus en plus proche d'elle. Mais tout bascula le jour où Ruby dit que Jodie n'était vraiment pas bien, qu'elle sentait que le diable entrait en elle et qu'il fallait qu'elle ait une protection. Et pour elle, sa protection c'était Ruby, donc Ruby, le seul moyen qu'elle avait trouvé c'était que Jodie vienne habiter dans leur maison familiale. Et quand par exemple Sherry a appris ça, elle a tout de suite compris que en fait ça aurait vraiment un impact sur sa famille et que vraiment ce diable arrivait de plus en plus à s'insérer dans leur vie et là vraiment ce diable allait être avec eux tous les jours de leur vie puisqu'ils allaient habiter avec eux. Donc comme je vous ai dit, Ruby et Jodie étaient de plus en plus proches, mais vraiment proches. Pas amis proches, mais proches partenaires, vous voyez ? Donc par exemple, lorsque du coup Jodie arriva chez eux, Sherry leur donna la chambre, elle était un peu obligée. Donc Jodie allait habiter dans la chambre de Sherry et Sherry allait dormir sur le canapé.
Et bon, vous savez tous comme moi que le canapé, c'est pas l'endroit le plus confortable du monde pour dormir. Du coup, vers 5h du matin, Sherry, elle arrivait pas trop à dormir, et là, elle entendit un bruit. Et en fait, en tournant la tête, elle vit sa mère qui sortait de la chambre où Jodie était, avec les cheveux en pétard. Elle noie directement son peignoir, comme si il y avait quelque chose qui s'était passé entre elles. Et là, les doutes commencèrent entre Jodie et Ruby, où ils avaient soi-disant peut-être une relation entre elles. Et c'était vraiment assez bizarre de leur part, parce que je vous remets un peu le contexte, l'église mormone est vraiment contre les relations LGBT, donc homosexuelles, et là c'était vraiment tout le contraire qu'elle faisait. Et pour vous montrer un peu l'emprise que pouvait avoir Jodie sur la famille Frankie, et ben c'était le jour un peu avant Noël. Ruby et Kevin rassemblèrent les enfants les plus vieux et leur dit en fait que les plus jeunes enfants n'allaient pas avoir de cadeaux pour ce Noël. Et tout simplement parce qu'ils ne devaient pas être égoïstes. Mais le truc qui clochait, c'est que les plus vieux avaient le droit à des cadeaux de Noël, mais les plus jeunes n'avaient pas le droit. Donc du coup, les plus jeunes devaient voir les enfants les plus vieux ouvrir leurs cadeaux, tandis que eux n'avaient aucun cadeau. Vous imaginez la frustration des enfants et comment c'est horrible de faire ça à des enfants qui attendent ce jour avec impatience. Kevin and I, we have 6 children. The 2 youngest are showing long patterns of selfishness. We told them that this year they are not going to be visited by Santa. So they will, and we prepped them, we let them know that the Christmas morning, their 4 older siblings will be getting Christmas presents to open. Et surtout, Jodie leur mettait ça en tête, les enfants n'avaient pas le droit à une enfance magique. Beaucoup n'avaient rien. Mais heureusement, après des mois de cohabitation, Jodie fit ses bagages et partit de la maison familiale. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'avait plus d'emprise sur la famille, bien au contraire, ça fait que commencer, je vous préviens. Et pour revenir un peu en arrière, je vous avais dit que Kevin c'était vraiment le papa cool, qui a été élevé comme ça dans une famille assez cool, relax, chill, et même lui, il va subir l'emprise de Jodie et changer de comportement. Pour vous donner un exemple, Ruby et Kevin proposa à Sherry et Chad de venir avec eux en vacances et de passer quelques jours avec eux pour qu'ils soient ensemble. Mais malheureusement, Sherry devait refuser parce qu'elle avait des cours à l'université et qu'elle ne pouvait pas se permettre d'aller en vacances avec eux. Du coup, Kevin et Ruby lui demanda d'aller surveiller ses frères et sœurs qui étaient eux restés dans la maison familiale. Sherry, elle accepta à une seule condition, si il pouvait leur payer l'essence du campus à la maison, puisque c'était un peu cher et qu'elle n'avait pas les moyens en tant qu'étudiante. Et Kevin, il accepta. Et peu après, Kevin demanda à Sherry si elle voulait passer un peu de temps avec eux, au lieu de passer les vacances complètes avec eux, juste passer un jour ensemble. Et Sherry était pas du tout contre cette idée, et elle demanda justement s'il pouvait aussi lui payer l'essence parce que c'était un peu cher et qu'elle n'avait pas les moyens de se le permettre en tant qu'étudiante. Et là, Kevin, il changea complètement d'attitude. Au début, il avait accepté du coup pour qu'elle garde ses frères et sœurs de payer l'essence. Mais là, quand elle voulait passer une journée avec eux en vacances, non. Il pouvait pas payer l'essence. Et voici la raison. Il disait qu'elle était adulte et qu'elle ne pouvait pas faire de l'argent son dieu car ça détruira toutes ses relations dans sa vie. Donc encore une fois, on revient aux relations, à son futur mari. Voilà, c'est toujours le même truc, vous avez compris maintenant. Ou encore, autre exemple, quand elle avait 5 ans, Ruby avait fait du poulet Alfredo, mais Sherry, elle aimait pas du tout ça, du coup, elle s'est cachée sous la table pour éviter d'en manger. Et Kevin, en tant que papa poule, c'était vraiment le papa cool que tout le monde aimerait avoir, et il lui avait donné un peu de glace discrètement sous la table pour pas qu'elle ne parte le ventre vide au lit. Et ça, Jodie, c'était vraiment un truc qu'elle allait ressortir très régulièrement pour le faire culpabiliser. Puisqu'elle dit que c'était horrible de faire ça derrière le dos de Ruby et que c'était contre son autorité de mère. Et en fait, toute cette manipulation envers Kevin, ça a vraiment un but pour Jodie, l'éloigner le plus de sa famille pour que elle et Ruby soient le plus possible ensemble. Parce que comme je vous ai un peu dit, ils avaient déjà établi une relation un peu cachée ensemble et Kevin c'était vraiment l'obstacle à cette relation. Donc elle faisait son maximum pour le manipuler, le rabaisser
pour qu'il s'éloigne petit à petit de sa famille. Et ça a fonctionné puisque Kevin est parti de la maison familiale pour travailler sur son égoïsme et améliorer ses relations avec sa famille. Et donc pour cela, il s'est coupé totalement avec sa famille en n'ayant aucune communication avec Ruby, Jody et surtout ses enfants. Il ne les a pas parlé pendant 1 an. Pendant 1 an, il était reclus tout seul de son côté. Et ça, c'est vraiment un élément hyper important dans l'histoire, donc retenez bien ça. Pendant 1 an, il était hors de la famille, il était vraiment tout seul, sans aucune communication avec personne. Mais Kevin n'était pas le seul à être exclu de la famille, puisque Sherry et Chad ont été aussi un peu exclus de la famille en n'établissant aucune communication, que ce soit avec leurs frères et sœurs ou avec leur mère. Ils étaient vraiment tous les 3 bannis de la famille. Donc comme vous pouvez le voir, on voit un basculement progressif de la famille parfaite qui était sur YouTube à une famille qui s'éloigne petit à petit des uns des autres à cause de Jody. Et cela va mener à des actes encore plus extrêmes, plongeant la famille dans une spirale infernale. C'était vraiment un contrôle psychologique, une souffrance infligée à ceux qui étaient censés être protégés, et c'est ainsi que la façade s'effondra, laissant place à une descente aux enfers. On peut voir le commencement de cette descente aux enfers lorsque un jour, un voisin appela Sherry qui vivait au campus universitaire pour lui informer que ses frères et sœurs étaient laissés tout seuls depuis 5 jours sans leurs parents. Donc Sherry appela directement les services sociaux pour dire que ses frères et sœurs étaient laissés depuis 5 jours tout seuls et qu'ils devaient voir s'ils allaient bien. Mais rien n'arriva pour Ruby. Hi, my name is Sherry Frankie. My 4 younger siblings are living in Springville, and my neighbors have been telling me that they have been left home alone for about 4 or 5 days. Un peu plus tard, le voisin appela à nouveau Sherry pour la prévenir que Ruby avait enlevé tous les enfants de l'école et qu'ils ne pouvaient pas sortir et donc ne voir personne. C'était un peu le début de l'isolement progressif pour les enfants. Donc Sherry appela à nouveau la Child Protective Service, donc la CPS aux États-Unis, qui est donc une agence gouvernementale chargée de protéger les enfants et les familles. Et donc elle va signaler sa mère et lui raconter tout ce qui s'est passé avec elle depuis le début, que ce soit avec elle, avec ses frères et sœurs, avec Kevin, enfin bref, elle raconta tout. Et 1 mois et demi plus tard, le 27 octobre 2022, la CPS appela Sherry pour lui dire que le dossier était clos par manque de preuves. Et 2 mois plus tard, le 5 décembre, un voisin appela à nouveau Sherry pour lui dire qu'ils étaient en train de déménager. Et là, Sherry pensa directement à une chose, ils allaient tous habiter chez Jody. Et grâce au journal que tenait Ruby chez Jody, on a pu voir toutes les souffrances et maltraitances et violences que les enfants subissaient chez elle. Alors tout d'abord, pour un peu de contexte, comme je vous ai dit, Sherry et Chad étaient vraiment bannis de la famille, du coup ils vivaient eux deux sur le campus universitaire et elle avait en charge que les 4 autres enfants. Mais on découvrit après l'arrestation qu'il n'y avait que 2 enfants chez elle, les plus jeunes qui étaient Russell et Eve, et que les 2 autres enfants n'étaient absolument pas chez elle, et vous allez comprendre un peu après où ils étaient. Donc dans ce journal qui a été divulgué par la police après l'arrestation de Ruby, on pouvait avoir plusieurs passages où ils étaient victimes de violences et de maltraitance. Par exemple, dans un passage datant du 11 juillet 2023 intitulé « Un grand jour pour le diable », Ruby raconta comment elle a laissé son enfant toute la journée dehors dans un grand cagnard, je vous rappelle qu'il vivait dans un désert, et elle laissa son fils dehors toute la journée dans un soleil de plomb. Mais bien sûr son fils refusa d'être au soleil, mais Ruby l'interpréta que c'est son diable qui l'empêchait de faire ce qu'elle lui disait. Et c'était pas fini pour lui puisque Ruby et Jody s'amusaient à le piquer avec un cactus. Quand je lui ai piqué le dos avec un cactus, il a rien dit, je l'ai piqué au cou mais il n'avait l'air de rien sentir. Jody l'a alors giflé pour le réveiller alors qu'il semblait en transe. Et à propos de sa fille, Ruby la décrivait dans son journal comme manipulatrice après que celle-ci voulait mettre fin à son jeûne imposé de 2 jours. Toute la journée, elle restait des mots comme un poème. Ma mère, ma femme, elle appelle ça un jeûne. Ma mère ne bouge pas d'un cil pour m'apporter à manger. Et tout ce qu'elle fait, c'est rester allongée au lit et manger des brownies.
Autant de mots qui ont poussé Ruby à une intervention, comme elle l'appelle, c'est-à-dire qu'elle lui a coupé les cheveux et lui a jeté l'eau des chiens sur le visage. La petite dit aussi qu'elle voulait s'enfuir, mais Jody a dit qu'elle n'avait pas idée de ce qui l'attendait. Donc ça c'est vraiment des violences qu'on a pu retrouver dans le journal de Ruby, mais ce n'était pas tout puisque lors de l'arrestation, les policiers ont fait le tour de la maison et ont pu retrouver des menottes avec des fils, comme s'ils étaient attachés du coup à certains endroits de la maison. Par exemple, on peut retrouver une menotte qui était attachée à côté de la cuisine, donc vous pouvez comprendre que les enfants étaient souvent menottés et laissés là, abandonnés dans des pièces de la maison. C'était donc vraiment des prisonniers qui étaient attachés et condamnés à leur sort. On avait aussi appris que Ruby leur donnait des coups quand ils étaient à terre et qu'ils étaient obligés de faire des tâches physiques pendant des heures, voire des jours. Donc ça c'est vraiment des choses qu'on a pu retrouver dans le journal de Ruby, mais j'en suis sûre qu'ils ont subi encore tellement de choses et tellement d'atrocités que malheureusement on ne connaît pas encore. Mais toutes ces horreurs prennent fin le 30 août 2023 puisqu'un homme appela la police en leur disant qu'un jeune homme avait sonné à sa porte lui demandant de l'amener au commissariat le plus proche. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. And he's said he just came from a neighbor's house, and we know there's been problems at this neighbor's house. He's emaciated, he's got tape around his legs, he's hungry and he's thirsty. Vous en doutez bien, cet enfant c'était Russell, 12 ans, qui avait réussi à s'échapper de la maison de l'horreur et qui avait sonné chez le voisin. Donc juste après, la police débarqua chez Jody, elle arrêta Jody et ensuite elle fait le tour de la maison et ils savaient qu'il y avait d'autres enfants qui étaient dans cette maison et ils ont finalement trouvé Eve qui était toute seule dans une salle de bain apeurée au sol. Et peu après, Ruby arriva à la maison où elle aussi elle a été arrêtée avec 4 chefs d'accusation envers elle et Jody. Mais dans cette histoire, vous voyez bien qu'il manque encore 2 enfants puisque Russell et Eve ont été conduits à l'hôpital suite à l'arrestation de Jody et Ruby, mais il manquait les 2 autres enfants, Abby et Julie. Donc les policiers ont directement pensé que ces 2 enfants étaient restés dans la maison familiale où vivait Ruby avec Kevin et toute la famille. Donc les policiers allaient directement chez Ruby, mais malheureusement il n'y avait personne. Et c'est après avoir fouillé le téléphone de Ruby lors de son arrestation qu'ils ont découvert qu'elle était souvent en contact avec une certaine Pam Butcher. Et en fait, Pam, c'était l'une des meilleures amies de Jody qui travaillait chez Connection comme Jody et qui était devenue au fur et à mesure du temps une amie de Ruby. Et donc les policiers se sont rendus directement chez Pam où il y avait bel et bien une jeune fille qui était chez elle. Et en fait, la fille de Ruby était chez Pam car Ruby lui avait demandé de la garder car elle avait une urgence et Pam a accepté car elle avait du ménage à faire chez elle et donc ça pourrait être une aide de ménage en attendant que sa mère revienne la chercher. Et du coup, les policiers, quand ils sont allés chez Pam, ils lui demandèrent où était donc l'autre fille qui manquait puisqu'ils avaient trouvé une fille mais il manquait une autre. Et elle leur dit qu'elle était à Ice Adore, c'était une quincaillerie, mais je vous avoue que j'ai pas trouvé tellement d'infos sur ça et j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'elle faisait là-bas. Peut-être elle y travaillait, je sais pas, je pourrais pas vous donner plus d'informations, mais en tout cas les 2 autres filles avaient été retrouvées, une qui était chez Pam en faisant le ménage, je sais pas pourquoi ça non plus, et l'autre qui était dans une quincaillerie. Après l'arrestation de Ruby et Jody, Sherry posta directement une story sur Instagram avec écrit « Finally ». C'était vraiment une libération pour elle après tant d'années de dénonciation à la CPS mais qui n'avait pas pris en considération toutes les plaintes qu'elle avait déposées. C'était donc une libération pour elle mais aussi pour tous ses frères et sœurs qui subissaient des horreurs de leur part. Donc toute la famille était très soulagée d'apprendre l'arrestation de Jody et de Ruby et là le procès commença. Au début, lors des entretiens avec les policiers, Ruby ne parla pas du tout, puis ensuite elle va nier toutes les accusations qu'il y a envers elle. Quant à Jody, elle jouait la victime traumatisée par un système qui était contre elle. Quant à Kevin, il a été aussi interrogé par la police et leur a expliqué toute la situation, qu'il n'avait pas vu ses enfants depuis 1 an, qu'il ne leur parlait pas du tout et qu'il avait pris ses distances avec sa famille. Et lorsqu'il a appris tout ce que ses enfants subissaient, il était choqué d'apprendre tout ça et surtout triste de n'avoir rien fait.
Mais contre toute attente, en même temps, Kevin il était inquiet pour sa femme, demandant aux policiers ce qu'il allait lui arriver. On pouvait voir encore que Kevin était sous l'emprise de Ruby. Et on a pu voir que malgré toutes les révélations qu'a pu lui faire la police à travers les violences, les maltraitances, etc. Et ben en fait non, il était inquiet aussi pour sa femme. Et on va dire que ce procès était un peu plus simple puisque toutes les preuves étaient en ligne durant 7 ans sur leur chaîne YouTube où on pouvait voir certaines maltraitances, par exemple avec le chat dès qu'il dormait sur sa poubelle, ou alors des violences plus psychologiques où Ruby menaçait Eve, la dernière de la famille, de couper la tête de son ours préféré si elle n'obéissait pas à ses ordres. Et donc au vu de toutes ces preuves en ligne sur YouTube, Shari a fait une story sur Instagram pour demander aux personnes de l'aider à regarder toutes les vidéos et de lui envoyer ces dernières à chaque fois qu'il voyait quelque chose de bizarre et de mettre le lien dans un Google Doc. Par exemple, les priver de nourriture comme punition, annuler Noël pour les plus petits car ils étaient soi-disant égoïstes, et aussi il y avait toutes les vidéos avec Connection où Ruby et Jodie montraient leur obsession avec la douleur, leur combat contre les problèmes mentaux, leur virulence envers les enfants. Donc pour revenir au procès, je vous ai dit qu'au début Ruby était assez silencieuse, puis elle opta pour la défense de Jodie, et ensuite elle opta pour une toute autre technique. En fait, Ruby, elle a compris qu'elle pouvait retourner toute l'histoire contre Jodie, et c'est ce qu'elle va faire. En fait, elle va accuser Jodie de manipulation envers elle et ses enfants, et elle va dire que le jour de son arrestation, c'était pour elle le jour de sa liberté, puisque Jodie allait pouvoir être enfin enfermée et loin d'elle. Et du coup, avec toutes ces stratégies qu'elle a mises en place, Ruby, elle a essayé de garder la tête basse et surtout d'essayer de gratter quelques années pour bonne conduite et ainsi être libérée plus tôt. Et quant à Jodie, elle a aussi plaidé coupable. C'est alors que le 20 février 2024, Ruby et Jodie ont été reconnus coupables avec une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison. Et juste après que la peine soit prononcée, Ruby s'adressa à Kevin. Kevin, my husband of more than 23 years. You are the love of my life. I'm so sorry to leave to you to finish what we both started together. Et ensuite, vous êtes vraiment pas prêts pour les dernières paroles de Jodie. Elle a quand même un culot de fou, hein, cette femme, c'est fou quand même, vous allez voir. Alors elle a dit I sincerely love these children. I desire for them to heal physically and emotionally. My hope and prayer is that they will heal and move forward to have beautiful lives. Donc le procès a marqué la fin d'une vie d'horreur pour toute sa famille, mais qu'en est-il aujourd'hui? Donc on va commencer par Kevin. Alors Kevin, il a demandé le divorce et il a mis tout en son pouvoir pour regagner la garde de ses plus jeunes enfants. Il est reparti vivre dans la maison familiale qu'il préparait au cas où les enfants soient sous son toit et pour montrer aux autorités qu'il pouvait prendre ses responsabilités et être père à nouveau. Mais malheureusement, l'affaire de la garde est toujours pas prononcée, donc on ne sait pas si les enfants vont pouvoir retourner avec Kevin ou pas. Quant à Shari, elle a reçu une lettre de Ruby de 5 pages. Les 2 premières décrivaient sa maternité et son offense. Ensuite, elle a présenté ses excuses non pas pour avoir maltraité, blessé ou manipulé ses enfants, mais seulement pour ne pas avoir passé plus de temps avec Shari avant qu'elle déménage pour ses études. Et c'est à ce moment-là que Shari a compris que sa mère, même derrière les barreaux, elle se rendait pas compte du mal qu'elle avait pu faire à toute sa famille. Le 7 janvier 2025, Shari a aussi publié son livre The House of My Mother. Je vous conseille vraiment de le lire ou de l'écouter en livre audio comme j'ai pu le faire si vous voulez vraiment approfondir cette affaire où elle raconte toute sa vie de son enfance à maintenant, comment était son père, sa mère, comment était Jodie et comment elle est arrivée dans leur vie, comment elle s'est battue pour ses frères et sœurs, enfin bref, si vous voulez vraiment approfondir l'histoire, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Et bonne nouvelle, le 28 décembre 2024, Shari a partagé sur Instagram qu'elle allait se marier, mais que maintenant elle allait arrêter de poster sa vie privée sur les réseaux sociaux et qu'elle allait profiter tout simplement. Ensuite on passe à Chad, donc Chad nous partage beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment des photos avec sa petite amie, de ses voyages, de ses loisirs, et il nous a aussi révélé qu'il commençait des études en immobilier.
Et enfin, pour ce qui est des 4 enfants, ils ont été pris en charge par la division des services à l'enfance et à la famille. Russell et Eve, ils ont reçu des soins médicaux et ont été soumis à des évaluations psychologiques et continuent de suivre un traitement en santé mentale pour se remettre de tous ces abus qu'ils ont pu subir. Donc voilà, c'était l'histoire de Ruby Frankie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour avoir plus d'histoires. Je vous dis à bientôt. Salut!